Un peu plus de 2 semaines après la sortie de l'épisode 7, on passe aujourd'hui au 8ème épisode de Que sont-ils devenus, concept de vidéo dans lequel on s'intéresse à la suite de la carrière de plusieurs joueurs qui sont passés par l'OM, certains dont on se souvient bien et d'autres qu'on a tendance à oublier. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va notamment parler de Romao, Luan Pérez, Benedetto, Luis Suarez ou Brice Djadjedje. Vous avez pu le voir à la miniature, mais on va évoquer aussi d'autres joueurs dont vous vous rappelez peut-être moins tout au long de cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me faire vos suggestions dans les commentaires, dites-moi de quel joueur vous aimeriez que je parle dans les prochains épisodes de la série. J'essaie d'en tenir compte un maximum pour préparer les épisodes qui vont sortir. Dites-moi aussi si un épisode spécial coach de Que sont-ils devenus vous plairait, j'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec le premier joueur de ce 8ème épisode, Omar Rekik, qui a suivi son frère Karim pendant toute sa formation, Feyenoord, City, PSV et l'OM. Il intègre le centre à l'âge de 14 ans et il y restera jusqu'au départ de Karim Rekik pour le Hertha Berlin en 2017. Il était très jeune pendant son passage à Marseille, donc il n'a joué qu'avec les équipes de jeunes. Par la suite, il a suivi son frère en Bundesliga avant d'être transféré à Arsenal pour 600 000 €. Chez les Gunners, il n'a joué qu'avec les U21 avant de faire un prêt peu concluant et tronqué par une blessure au Sparta Rotterdam. Ensuite, il a été prêté à Wigan où il a gratté du temps de jeu, puis au Servette Genève sur les 6 derniers mois, mais sans jouer la moindre minute avec le club suisse. Arsenal l'a libéré de son contrat à la fin du mois d'août. Omar Rekik cherche la bonne opportunité pour lancer sa carrière. À 22 ans, il est encore dans les temps, mais il lui faudra un projet où il peut enchaîner les matchs et s'inscrire dans un projet à moyen terme pour véritablement lancer sa carrière. Le parcours d'Omar Rekik m'a aussi fait penser à Milan Guendouzi qui avait suivi son frère à l'OM en signant un contrat professionnel. Avant ça, il était passé par des clubs comme Lorient, Troyes et Pontivy. On l'a vu qu'avec l'équipe réserve avec qui il a joué 13 matchs avant de quitter le club à l'été 2022. Après un peu plus d'un an sans club, il a signé avec l'équipe réserve du Bourges Foot 18 qui joue en National 3. Il a été régulièrement titulaire en jouant 16 matchs la saison dernière, mais j'ai l'impression qu'il s'est blessé parce qu'il n'a plus joué depuis début avril. Il vient d'avoir 23 ans, pour le moment il n'a joué qu'en N2 ou en N3, mais s'il se montre performant avec Bourges, il peut gravir les échelons par la suite. Romao est lui un modèle de longévité, arrivé à l'OM en 2013 après 2 passages réussis à Grenoble et à Lorient. Il a été très souvent titulaire sur les 3 saisons qu'il a passées à Marseille, même si son temps de jeu a été un peu plus réduit sur la dernière. Après son départ, il a fait 2 saisons à l'Olympiakos en étant titulaire indiscutable et aussi capitaine sur pas mal de matchs. Ensuite, il a apporté son expérience au Stade de Reims pendant 2 ans comme titulaire indiscutable et aussi comme capitaine. Après ça, il y a une saison à Guingamp où il a souvent joué comme défenseur central sur la fin. Il a enchaîné avec 2 saisons en Grèce au Ionikos Nikeas, encore une fois indiscutable à 39 ans, et depuis l'été dernier, il joue à Kalitea en Grèce. Il a fait 21 matchs la saison dernière, il a encore un an de contrat là-bas, mais il n'a pas encore joué sur ce début de saison. Il aura 41 ans au mois de janvier, donc à voir s'il prendra sa retraite prochainement ou s'il remplira pour un dernier challenge. Gary Bocali faisait lui partie des minots qui ont été envoyés à Paris en réponse aux polémiques sur la sécurité du Classico. Il a ensuite signé son premier contrat pro en avril 2006 avant de devenir la doublure d'Habib Bey. Après ça, il a enchaîné des prêts concluants à Libourne puis à Montpellier où il s'engagera définitivement en 2010 contre une indemnité de 800 000 €, un club où il va pouvoir montrer ses qualités avec comme point d'orgue le titre de champion de France en 2012. Seulement une blessure va mettre fin à cette belle dynamique parce qu'il n'a pas réussi à récupérer sa place après ça. Il décide de signer à Arles-Avignon pour 2 saisons, mais son aventure va être écourtée à cause d'une nouvelle blessure qui met prématurément fin à sa première saison. Il quitte le club et annonce sa retraite quelques mois plus tard, à seulement 28 ans, la faute à des blessures à répétition. Ensuite, il a pris une licence avec le club martiniquais de l'Aiglon-Lamentin avec qui il a joué un 32e de finale de Coupe de France contre Orléans. Je sais pas s'il joue toujours en amateur, mais aux dernières nouvelles, il était directeur technique de la PSG Academy Antilles, un choix surprenant pour un joueur formé à l'OM, mais qu'il justifie par le fait que seul le PSG lui a proposé un projet comme celui-là. Charles Fomen a lui été repéré par José Anigo quand il évoluait encore au Cameroun et plus précisément au Panthère d'une D. L'idée c'était qu'il rejoigne l'OM au début de la saison 2009-2010 pour suppléer Taiwo, mais la direction a fait le choix de recruter l'expérimenté Cyril Roll qui n'a joué que 2 matchs cette saison-là. Fomen a passé la saison avec l'équipe réserve avant d'aller gratter du temps de jeu en Ligue 2 avec Dijon. Il est finalement libéré de son contrat à l'été 2011 sans avoir joué le moindre match en pro à l'OM. Il s'engage à Clermont avec qui il a été titulaire pendant 1 an et demi avant de très peu jouer sur ses 6 derniers mois là-bas. Après Clermont, il a tenté l'aventure islandaise en signant au FH Hafnarfjordur où il n'a pas joué le moindre match, puis au Leiknir Reykjavik avec qui il a joué une saison. À la fin de son aventure, il est touché par un drame familial. Fomen décide de prendre un peu de recul puis de s'engager avec le Feuchteux FC au Cameroun pour se relancer. En 2017, il retrouve un projet intéressant en signant au Red Star en national, mais il n'est resté qu'une saison avec seulement 5 matchs au compteur. Il y a quelques années, il expliquait qu'il devait s'engager avec un club thaïlandais, mais le Covid a fait capoter son transfert. Il se disait prêt à se trouver un club, mais 4 ans plus tard, il semble toujours être sans club, donc à maintenant 35 ans, il a peut-être déjà pris sa retraite officieusement. Dans les épisodes précédents, vous avez été nombreux à me proposer Djadjedje, latéral droit formé au PSG qui s'était révélé avec Evian Tonon-Gaillard. Il signe à l'OM à l'hiver 2014 pour environ 700 000 €. D'abord doubleur de Rod Fanny, il s'impose comme titulaire à partir d'avril 2014.
2014 et ses 2 passes D contre Ajaccio et Montpellier. Sa saison référence restera celle sous Marcelo Bielsa qui l'a vraiment métamorphosé, une saison à 35 matchs avant une dernière saison plus compliquée avec les blessures qui se sont enchaînées. Il signe à Watford à l'été 2016, vendu pour environ 3,5 millions d'euros après avoir été acheté 700 000 euros 2 ans plus tôt. Son passage à Watford restera anecdotique parce qu'il s'est blessé à son arrivée, seulement 2 matchs au compteur avant d'être prêté 6 mois à Lens en Ligue 2. Libéré de son contrat avec Watford, il signe à Ankara Gucci pour une saison, mais les pépins physiques se sont encore enchaînés. Ensuite, il a fait une saison pleine avec Kayserispor, mais après ça, il s'est retrouvé sans club pendant 6 mois. Pour rebondir, il rejoint Samsunspor en 2ème division turque avec qui il a été titulaire indiscutable pendant 6 mois. Il quitte le club pour signer avec Denizlispor où il a été très souvent titulaire, même si une blessure l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. À l'été 2023, il se retrouve libre à nouveau et il tente l'aventure chypriote en signant au Doxa Katokopias. 6 mois où il n'a quasiment jamais été titulaire et un départ logique en janvier 2024 pour signer à l'Eintracht Aalst en 4ème division belge. 8 matchs et seulement 4 comme titulaire avant de partir libre cet été. À 33 ans, il cherche sans doute un nouveau challenge, même si sa carrière est plutôt sur la pente descendante comme vous avez pu le voir. Il a encore quelques années à faire, mais reste à voir si un club décidera de lui tendre la main pour profiter de son expérience. Bojan Cesar était lui arrivé en 2005 après s'être révélé avec la Slovénie et avec le Dinamo Zagreb. Parfois titulaire au début de son aventure, il ne s'imposera jamais réellement. La faute à une blessure qui a mis fin à sa saison 2005-2006 dès le mois de février. Par la suite, il n'a quasiment pas joué sous les ordres d'Albert Raymond et de Guéretz qui ne comptaient pas sur lui non plus. Il est finalement prêté à West Bromwich pour la saison 2007-2008. Il a eu du temps de jeu sans être titulaire indiscutable. Il quitte définitivement l'OM à l'hiver 2009, vendu 400 000 euros à Grenoble qui évoluait en Ligue 1 à l'époque. Il a été titulaire indiscutable pendant 1 an et demi, même si les pépins physiques lui ont fait louper quelques matchs. Sa carrière va vraiment se stabiliser en 2010 quand il signe au Chievo Vérone. Il s'est imposé comme un joueur important sur les 9 saisons qu'il a passé là-bas, 247 matchs au compteur avec le Chievo et aussi 102 sélections avec la Slovénie, avant de prendre sa retraite en 2019. Après sa fin de carrière, il a été l'entraîneur des U19 de la Slovénie pendant quelques mois, et il est maintenant l'un des adjoints de Matthias Kek avec la Slovénie. Plus récemment, Paolo Sortino faisait partie des jeunes à suivre du centre de formation, un premier contrat pro à 17 ans, une quarantaine de matchs avec la réserve et quelques apparitions sur le banc avec les pros. Il n'a jamais eu l'occasion de porter le maillot de l'OM en match officiel. Un peu avant son départ, son père s'était exprimé sur sa situation par le biais de 13-013. Il accusait la direction d'avoir boycotté son fils parce qu'ils avaient refusé de s'engager avec les agents proposés par le club. Il expliquait que quand il était blessé, son fils n'était même pas soigné par le staff professionnel, qui lui avait retiré son brassard et qui ne le faisait plus jouer à son poste. Il a logiquement quitté le club cet été. Pour rebondir, il a décidé de tenter l'aventure bulgare en signant au CSK 1948. Pour l'instant, il est plus précisément avec l'équipe B qui évolue en 2ème division de Bulgarie. Jusqu'à présent, il n'a joué qu'une minute en entrant une fois dans le temps additionnel. Il va avoir 21 ans début novembre et son ambition sera logiquement de faire décoller sa carrière après la déception de son aventure marseillaise. Ceux qui suivaient déjà l'OM en 2008 se souviennent certainement de Tyrone Mears, latéral droit qui a été prêté pendant la saison 2008-2009. Perso, mon seul souvenir, c'est son but face à l'Ajax qui nous qualifie en quart de finale de Coupe UEFA. En dehors de ça, je garde le souvenir d'un joueur qui n'était pas franchement mauvais offensivement, mais qui avait de très grosses lacunes défensives. Guéretz n'en était logiquement pas fan, il n'a joué qu'en l'absence de Bonnard, et l'option d'achat n'a pas été levée en fin de saison. Autre petite anecdote marquante, il est anglais mais il a joué un match avec la Jamaïque qu'il avait choisi par rapport aux origines de son père, et finalement on a appris quelques jours plus tard que son père n'était finalement pas originaire de Jamaïque, mais de Sierra Leone, donc ce match contre le Nigeria restera son seul en sélection. Après son départ de l'OM, il a fait 2 saisons à Burnley, la première en Premier League et la deuxième en Championship, les deux titulaires indiscutables avec 2 buts et 15 passes D en 2 saisons. Ensuite il a fait 2 ans à Bolton mais il n'a pas joué sur la première saison à cause d'une fracture de la jambe. En 2015 il a tenté l'aventure MLS en rejoignant les Seattle Sounders avec qui il a fait 2 saisons comme titulaire. Il a enchaîné avec un court passage à Atlanta et un autre au Minnesota United avant de terminer sur une dernière pige en Championship avec West Bromwich en 2019. Aux dernières nouvelles, il était devenu le head coach de Fort Lauderdale en Super League pour la saison inaugurale, affaire à suivre mais sa reconversion semble toute trouvée quelques années après sa retraite. Il y a un autre nom qui est souvent revenu dans les derniers épisodes, celui de Luis Suarez. On se souvient tous de l'annonce surprise de l'OM en fin de soirée, on était sur Twitter, on voit communiqué officiel Luis Suarez, on s'est tous imaginé autre chose jusqu'à ce qu'on lise accord avec Grenade, et là on a compris que c'était pas le Suarez qu'on imaginait. En tout cas, il avait commencé fort avec un doublé pour son premier match, puis un peu plus tard un but contre Angers. Il a pas convaincu sur les 6 premiers mois, donc pour limiter la casse, Longoria l'a prêté à Almeria jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Un maintien qui a été acquis à la toute dernière journée grâce au match nul 3-3 face à l'Espagnol, un résultat qui oblige Almeria à lever l'option d'achat de 8,5 millions, qui correspond finalement au prix d'achat. Au final, c'est une opération nulle, on peut considérer que c'est un flop et son passage restera plus qu'anecdotique dans l'histoire du club, mais le club n'a pas perdu d'argent et en plus, il n'est resté que 6 mois. Plutôt performant sur ses 6 premiers mois avec 4 buts et 5 passes D en Liga,
Boca. Il va connaître une saison dernière plus compliquée en se fracturant le péroné juste après un triplé face à Grenade, une grave blessure qui va l'éloigner des terrains quasiment toute la saison. Entre les matchs qu'il a joués en début et en fin de saison, il a mis 6 buts en 15 matchs, mais sur le plan collectif, Almeria est relégué en Liga dos. Suarez décide de rester puisqu'il a un contrat jusqu'en juin 2029. Pour le moment, il a marqué 2 buts et délivré une passe D dans un rôle de titulaire indiscutable sur le début de saison. Formé au club et lancé dans le grand bain en Ligue des Champions face aux Partisans en décembre 2003, Jérémy Gavanon a eu l'occasion de porter le maillot de l'OM à 13 reprises alors qu'il n'était que la doublure de Rougneux, puis de Barthez. Il s'est retrouvé propulsé en finale de Coupe de l'UEFA après l'expulsion de Barthez par Colina, mais globalement Gavanon n'a pas laissé un grand souvenir aux supporters marseillais. Prêté à Clermont où il a joué une vingtaine de matchs, il quitte le club à son retour de prêt pour signer librement à Sochaux. Il a occupé le même rôle qu'à l'OM, doublure de Richer pendant ses 3 années de contrat et seulement 7 matchs au compteur. En 2009, il signe à Cannes qui évolue en National, un club qui lui permet d'avoir un statut de titulaire sur les 2 premières saisons. Seulement énorme coup dur, Cannes va être relégué administrativement en CFA. Pour autant, Gavanon décide de rester mais sera finalement contraint de partir en 2014 au moment où l'AS Cannes va déposer le bilan. Il a finalement pris sa retraite en 2014 à seulement 31 ans. Parmi les joueurs que vous m'avez suggérés tout au long des épisodes, on va maintenant parler de Luan Pérez qui avait été la belle surprise du mercato d'été 2021-2022. Recruté pour 4,5 millions à Santos, il a été l'un des artisans de notre qualification en Ligue des Champions, performant comme axial gauche d'une défense à 3, même si c'était un peu moins bien comme latéral gauche, mais on avait globalement aimé sa saison et on l'imaginait rester malgré le départ de Sampaoli. Il quitte finalement le club un an après son arrivée et après avoir joué 50 matchs sous les couleurs marseillaises. Il signe à Fenerbahçe pour 5,2 millions d'euros, donc l'OM fait une petite plus-value dans l'opération, et on n'a pas eu à regretter son départ parce que Kolasinac a bien pris le relais comme axial gauche de la défense à 3 sous Tudor. De son côté, Luan Pérez s'est gravement blessé au genou peu de temps après son arrivée en Turquie, et par la suite les blessures se sont enchaînées. Il n'a joué que 23 matchs sur les 2 saisons qu'il a passées à Fenerbahçe, aucun match la saison dernière et un départ logique au mercato d'été 2024. Pour se relancer, il décide de faire son retour dans le club qu'il a révélé, Santos qui évolue en Série B brésilienne cette saison. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'a joué qu'un match depuis le début de saison, une entrée en jeu dans les dernières secondes face à l'América, à voir s'il va réussir à enchaîner les matchs parce que les blessures ne l'ont pas épargné ces 2 dernières saisons. On m'a aussi demandé des nouvelles de Guigna Bouillou, attaquant formé au club qui avait signé son premier contrat pro en 2008, un début de carrière compliqué parce qu'il a dû se faire opérer du cœur après une anomalie qui a été détectée à la visite médicale annuelle, une opération qui s'est bien passée et qui lui a permis de reprendre le football alors que les chances de rejouer étaient présentées comme très minces avant l'opération. À l'OM, il a joué 5 matchs en se contentant d'entrer en jeu, il quitte logiquement le club en 2010 pour s'engager librement avec Orléans où il ne reste que 6 mois, il a enchaîné avec une pige au Paris FC sans briller avant de tenter l'aventure finlandaise en signant à l'Inter Turku, un choix payant parce qu'il a réussi à s'y imposer, a marqué 16 buts sur ses 2 dernières saisons, tout en jouant des matchs de qualification en Coupe d'Europe. Il quitte le club en 2013 mais ça n'a été qu'un au revoir, après 2 passages ratés à Kalonis en Grèce et au Sliema Wanderers à Malte, il revient à l'Inter Turku où il joue 3 saisons comme titulaire indiscutable. Depuis qu'il est définitivement parti, il n'arrive pas à se stabiliser, Torquay en 5ème division anglaise, l'IBV en Islande, Iraklis en Grèce, Petrolul en Roumanie, Sabah FC en Malaisie, Gareji et Bolnizi en Géorgie pour finir. Il a beaucoup voyagé, c'est devenu un vrai globetrotter et à ce niveau-là je pense qu'il s'est régalé, mais sportivement il n'a pas réussi à signer dans un projet à moyen terme depuis son départ de Finlande. À maintenant 34 ans, il est libre depuis janvier 2023, reste à voir si un club lui tendra la main ou s'il décidera de mettre fin à sa carrière qui a été très mouvementée et surtout très atypique ces dernières saisons. On termine maintenant cet épisode avec des nouvelles de Dario Benedetto, recruté à la demande de Villas-Boas qui le voulait absolument. Il a marqué 17 buts en 71 matchs pendant son passage, c'était la fameuse période où on n'arrivait pas à trouver d'attaquant qui donnait pleinement satisfaction. À cette époque-là, on avait même un trio Benedetto, Germain, Ake pour se partager la place en pointe, faut avouer que ça faisait pas rêver avec du recul. Au final, Benedetto a été prêté à Elche pendant 6 mois avant de faire son retour à Boca pour un transfert d'environ 3 millions d'euros. Pour le coup, on n'a pas pu limiter la casse parce qu'il avait été acheté 14 millions d'euros en 2019. À son retour à Boca, il commence par 6 très bons premiers mois avant une deuxième saison marquée par les pépins physiques et par une suspension qui l'a privé des premiers matchs de la saison. Il a été relégué dans la hiérarchie la saison dernière, donc il n'a joué que 13 matchs. Les dirigeants de Boca voulaient lui trouver une porte de sortie dès le mois de janvier, mais Pipa est resté jusqu'à la fin de la saison avant d'être libéré de son contrat à Boca. Il a trouvé son nouveau club il y a maintenant une dizaine de jours, il s'est engagé avec Querétaro, un club mexicain où a notamment joué Ronaldinho il y a quelques années, c'est à peu près tout ce que je sais sur leur club. Benedetto a fait ses premiers pas le week-end dernier, donc reste à voir ce que va donner cette aventure mexicaine. J'arrive à la fin de ce 8ème épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Benedetto dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura du contenu avant l'avant-match et le débrief de ce week-end. Alors n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien louper.
abonner. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes de Que sont-ils devenus. Le 6ème et le 7ème seront sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.